Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un esprit, vraiment hors norme, celui de David Goggins, à travers son autobiographie Un vrai coup de poing. Plus rien ne pourra me blesser. Absolument. On a des extraits de ce livre qui est un mélange assez détonnant de mémoire, d'une violence rare et de guide de développement personnel. C'est brut, c'est intense et ça ne laisse personne indifférent. Notre mission, si on peut dire, pour cette analyse, c'est d'aller un peu au-delà du mythe de l'homme le plus dur du monde pour vraiment décortiquer sa philosophie de la discipline. Comment un homme parti d'aussi bas a-t-il pu transformer une vie de souffrance en un moteur d'une puissance pareille? C'est toute la question. D'ailleurs, le livre s'ouvre sur un ordre de mission qui donne le ton tout de suite. Je cite juste le début. Vous courez le risque de mener une vie si confortable et si ramollie que vous allez mourir sans avoir jamais atteint votre plein potentiel. Voilà, on est prévenu. Et ce qui est frappant avec Goggins, c'est qu'il ne s'agit pas d'un théoricien, tu vois. On n'est pas face à quelqu'un qui a pensé la discipline depuis un bureau. Son approche est née, elle a été forgée dans une douleur physique et psychologique extrême. Oui. Et c'est ça qui la rend à la fois fascinante, inspirante pour certains, et, on doit le dire, potentiellement dangereuse pour d'autres. C'est cette tension qu'on va explorer. Absolument. Et pour comprendre cette discipline de fer, il faut d'abord plonger dans l'enfer de son enfance. On va commencer par là. De l'extérieur, tout avait l'air parfait. La famille Goggins vivait sur Paradise Road. Ça ne s'invente pas. À Williamsville, un quartier aisé. Son père, Trunis Goggins, était un entrepreneur respecté, propriétaire d'une patinoire à roulettes, Skateland. Mais derrière cette façade, Goggins, lui, il utilise une seule phrase pour décrire son père. Le diable en personne. Et sa vie, c'était cette double vie. Dès l'âge de 6 ans, ses nuits n'étaient pas faites pour dormir, mais pour travailler à Skateland, jusqu'à l'aube. À 6 ans. Il raconte qu'il devait nettoyer des centaines de paires de rollers, récurer la piste. Imagine l'épuisement. Le lendemain, à l'école, il s'endormait sur sa table, incapable de se concentrer, accumulant un retard scolaire terrible. Et en plus, il se faisait battre par son père pour ses mauvais résultats. C'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux de violence et de fatigue, oui. Et ce traumatisme, ce n'est pas juste une histoire triste, un élément de sa bio, c'est la pierre angulaire de toute sa psychologie. La violence, le contrôle totalitaire de son père, et surtout ce sentiment d'impuissance. Oui, l'impuissance. Il y a cette scène terrible où sa mère, couverte de bleu, appelle la police. Les policiers arrivent, ils rigolent avec son père qui leur sert un verre et ils repartent. Pour l'enfant qu'il est, le message est dévastateur. Personne ne viendra te sauver. C'est là, inconsciemment, qu'il commence à construire une armure. Et sa discipline future, ce n'est rien d'autre que ça, cette armure. Et il y a ce moment de bascule, un moment qui préfigure tout le reste. La fuite. Sa mère a enfin le courage de partir. Elle planifie tout en secret. Un jour, elle le récupère avec son frère, et il s'enfuit dans une vieille Volvo. Et là, la voiture tombe en panne. Le cliché du mauvais film. Exactement, fumée noire, tout ça. Sa mère fond en larmes, son frère panique, il veut faire demi-tour, et David, à 8 ans, il a cette phrase incroyable. « Il faut continuer, maman. Il faut continuer. » C'est une image tellement puissante. Un gamin de 8 ans qui, au milieu du chaos, de l'effondrement des adultes, devient le pilier. Oui, C'est comme si toute sa vie future était déjà là dans ce moment. C'est peut-être la première manifestation de cette mentalité du « on n'abandonne jamais ». La graine de sa philosophie, elle est plantée là, sur le bord de cette route. des années plus tard, on le retrouve au fond du trou. Il a quitté l'armée de l'air, il pèse 136 kilos, il a un job qu'il déteste, exterminateur de nuisibles, et là, il a une révélation. Pour lui, la motivation, c'est une vaste blague. Les discours inspirants, les vidéos, Des rustines temporaires, c'est ça qu'il dit. ça ne reprogramme pas le cerveau. Il comprend qu'il doit se confronter à lui-même de la manière la plus brutale qui soit. Et c'est comme ça qu'il crée son premier outil, un concept vraiment central chez lui. Le miroir des responsabilités. Ah oui. La méthode est simple, mais d'une violence psychologique. Chaque soir, il se rase la tête à blanc, il se regarde droit dans les yeux et il se dit ses 4 vérités, sans aucun filtre, sans excuse. Il se dit « Tu es gros, tu es un menteur, tu es un raté ». C'est terrible. Et ensuite, il colle des post-it sur le miroir avec ses objectifs, mais surtout avec ses faiblesses écrits en gros, pour ne jamais les oublier. Et c'est un point qui est très contre-intuitif. La psychologie positive moderne, elle nous dit « concentrez-vous sur vos forces, soyez bienveillants ». Goggins fait l'exact opposé. Il se focalise sur le négatif. Alors pourquoi ça marche pour lui, ça pourrait être destructeur pour n'importe qui d'autre? C'est une excellente question.
En fait, l'objectif, ce n'est pas de se complaire dans la haine de soi. Le but, c'est d'éradiquer l'ego et les mensonges qu'on se raconte tous. En se disant la vérité crue, il court-circuite le mécanisme de défense qui nous pousse à trouver des excuses. Il dit « Dites-vous la vérité et transformez cette négativité en carburant. » Il s'approprie le problème à 100%. Exactement. Il n'y a plus de « c'est la faute de mon père, c'est la faute du système ». Non, c'est « ma responsabilité et c'est à moi de le régler ». C'est une forme d'honnêteté radicale avec soi-même. Et ça commence par des choses minuscules. L'un de ses premiers post-it disait, je cite, « Fais ton lit comme si tu étais dans l'armée. Tous les jours. Tonds le gazon. Fais la vaisselle. » C'est ça. Il explique que c'est en bâtissant une discipline sur ses micro-tâches, en se prouvant à lui-même qu'il peut tenir ses engagements sur les plus petites choses, qu'il peut ensuite s'attaquer à des montagnes. Il reconstruit sa confiance brique par brique. Ok, donc il reconstruit sa discipline comme ça. Mais le vrai tournant, c'est quand il décide de courir vers la douleur, de ne plus la fuir. C'est ça son grand virage philosophique. Il écrit « S'il pleuvait, j'allais courir. Quand il commençait à neiger, mon esprit me disait « Va enfiler tes putains de baskets. » Exactement. Il ne subit plus l'inconfort, il le recherche. C'est ce qu'il nomme endurcir son mental, callous the mind en anglais. L'analogie est très parlante, comme la peau des mains qui développe des callosités à force de soulever des poids. Elle devient plus dure. Voilà. L'esprit se renforce quand il est exposé volontairement à la difficulté. Au lieu de voir la souffrance comme un signal d'arrêt, il la voit comme une opportunité. C'est un principe stoïcien en fait, mais poussé à un niveau d'intensité hallucinant. Et c'est là qu'arrive son concept le plus célèbre, la règle des 40%. L'idée, c'est que lorsque notre esprit nous hurle d'arrêter, qu'on est à notre limite absolue, on n'a en réalité utilisé que 40% de nos capacités. Il resterait donc 60% en réserve. Exactement. 60% de potentiel inexploité. Et c'est un outil mental incroyablement puissant. Ça s'appuie sur une théorie du régulateur du cerveau. C'est un mécanisme de protection qui nous envoie des signaux de douleur bien avant notre véritable limite physique pour nous préserver. Pour nous protéger. La règle des 40% est une façon de pirater ce système. En sachant ça, on peut se dire « Ok, mon esprit veut que j'arrête, mais je sais qu'il bluffe. J'en ai encore sous le pied. » Et petit à petit, on repousse ce seuil de tolérance. L'application la plus folle de ça, c'est son parcours pour devenir un névicile. Le point de départ est sidérant, on l'a dit, 136 kilos, un job d'exterminateur et moins de 3 mois pour perdre presque 50 kilos. C'est de la folie. Il faut être très clair ici, ce qu'il s'inflige est un protocole d'autodestruction contrôlée. D'un point de vue médical, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est absolument pas à recommander. Non, bien sûr. Mais ce qui est fascinant, c'est de comprendre l'état d'esprit qui rend ça possible. Et cet état d'esprit, ça se traduit par un entraînement démentiel. Levé à 4h30, des heures de vélo elliptique en étudiant, 2 heures de natation, circuit training, encore du vélo. Et il ne vise jamais les minima. S'il faut faire 10 tractions, il s'entraîne pour en faire 20. Il double tout. C'est la règle des 40% en action, poussée à son paroxysme. Chaque séance est une bataille contre son propre régulateur. La souffrance n'est plus un obstacle, c'est l'outil. Il s'entraîne pour dompter cette petite voix dans sa tête qui lui dit d'arrêter. Et l'anecdote qui incarne le mieux ça, c'est pendant la Hell Week, la semaine la plus dure de la sélection. Il a des fractures de stress aux 2 tibias. La douleur est atroce. N'importe qui aurait abandonné. Les médecins lui disent d'arrêter. Lui, il refuse. Il raconte qu'il a enroulé ses jambes avec du ruban adhésif pour maintenir les os en place. Et il a continué à courir. Il se répétait « Chaque foulée que tu vas accomplir à partir de maintenant ne fera que te rendre plus fort. » C'est l'essence même de Goggins, et c'est là où il devient une figure à double tranchant. D'un côté, c'est l'exemple ultime de la force mentale, c'est presque mythologique. De l'autre, c'est un mépris total pour son propre corps. On peut admirer la détermination tout en étant terrifié par le prix à payer. La ligne entre discipline extrême et autodestruction est très fine. Incroyablement fine. Et cette discipline, elle ne s'arrête pas à l'armée, bien sûr. Il l'applique à tout. Une fois recruteur, il planifiait ses semaines sur 168 heures, en dormant à peine, et il cumulait son job avec un entraînement d'ultramarathonien. C'est une intégration totale de sa philosophie. Sa devise résume tout. En paix, mais jamais satisfait. C'est crucial de comprendre ça. Il ne recherche pas le bonheur comme un état de contentement. Il recherche l'accomplissement de son potentiel. Et pour lui, ce potentiel est infini. Il recommence à zéro chaque jour. C'est ça. Il a cette métaphore. Mon frigo n'est jamais plein. Il y a toujours une nouvelle fin, un nouveau défi. La complaisance, c'est son pire ennemi. Et c'est de là que vient son idée d'être exceptionnel parmi les exceptionnels.
Uncommon amongst uncommon. Il explique que la plupart des gens s'arrêtent après un objectif. Ils réussissent la sélection des cils et c'est bon. Ils se reposent sur leur laurier. Pour lui, non. Ce n'est que le début. C'est pour ça qu'il est allé à l'école des Rangers, qu'il a fait des ultramarathons comme la Badwater, 217 km dans la vallée de la mort. Il se mesure à son propre potentiel inexploité. C'est une vision de la vie sans lune d'arrivée. Chaque sommet atteint révèle juste une nouvelle montagne à gravir. Psychologiquement, c'est fascinant. Il a besoin d'un adversaire. Et quand il n'y en a plus, l'adversaire, c'est lui-même. C'est son propre confort. Si on devait donc distiller les grands piliers de sa discipline, on aurait, premièrement, la responsabilité radicale, le miroir. Tout par-delà, s'approprier ses échecs à 100%. Deuxièmement, l'éloge de l'inconfort, chercher la difficulté. Exactement, pour s'endurcir. Troisièmement, la règle des 40%, savoir que nos limites sont une illusion. Une illusion à dépasser, oui. Et enfin, quatrièmement, la quête infinie, ne jamais être satisfait. C'est tout à fait ça. Au fond, ce qu'il propose, c'est un chemin de maîtrise de soi, par la souffrance. Il a accompli une sorte d'alchimie. Il a pris les pires choses de sa vie, les abus, le racisme, ses propres faiblesses, et il les a transformées en carburant. Il a transformé le poison en remède. C'est l'image parfaite. Il a littéralement fait ça. Son histoire est une source d'inspiration pour des millions de gens, c'est indéniable. Mais elle est aussi, comme tu l'as souligné, un avertissement. Son corps en a payé le prix. Les fractures, les chirurgies. C'est le paradoxe Coggins. Il incarne le potentiel quasi illimité de l'esprit, mais aussi le coût extrême de cette quête. Ce qui nous laisse avec une pensée pour la réflexion. Goggins nous force à nous demander « De quoi suis-je réellement capable si j'arrête de me trouver des excuses ?» Oui. Mais son parcours nous oblige aussi à poser une question plus nuancée. Où se situe la frontière entre repousser ses limites pour devenir meilleur et le risque de s'autodétruire dans cette quête? C'est peut-être ça, le véritable défi. Trouver notre propre équilibre.